après-midi. Merci de nous rejoindre sur la nationale Coloma dans votre émission hebdomadaire Dites-moi tout, docteur, tous les dimanches après le journal de 13h30. Et la journée mondiale de lutte contre le palu a été célébrée le 25 avril dernier en Guinée. Cette année, le ministère et ses partenaires ont orienté les projecteurs sur la prévention, le point nodal, une stratégie cruciale pour la lutte contre le paludisme. Comment se transmet-elle la maladie? Quelles sont les personnes vulnérables? Les éléments de réponse, c'est tout à l'heure avec notre invité du jour, Dr Timothée Guilavogui, coordinateur national adjoint de lutte contre le palu. Et encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie. Pour participer, donc, appelez au 623 93 08 07. En attendant la libre antenne, nous avons quelques questions pour vous. La première, c'est tout de suite, après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler le thème d'aujourd'hui, notamment le paludisme. Docteur, je rappelais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, le 25 avril a été la date retenue pour la journée mondiale de lutte contre le palu. Rappelez-nous donc les moments forts de cette journée. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord tout commencer par vous remercier du fait d'accepter que ce programme puisse couvrir une partie de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Alors, pour la journée mondiale de cette année, ça a été vraiment une célébration très très particulière autour du thème central « En finir définitivement avec le palu » qui colle exactement avec les progrès en Guinée dont nous allons revenir là-dessus. Alors, les moments forts, d'abord l'objectif de toute journée mondiale, c'est vraiment des éléments de communication. Ce sont des outils que nous utilisons, des opportunités pour transmettre un certain nombre d'informations à l'endroit de la population, des décideurs. Alors, cette année, il y a eu plusieurs activités qui ont été réalisées. D'abord, ça a commencé par une conférence de presse. La conférence de presse presque avec l'ensemble des médias dans la maison de la presse, et avec la participation de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Et je pense que les téléspectateurs et ceux qui suivent des émissions radiophoniques ont vu vraiment que c'était une conférence de presse qui a bien réussi. Et ensuite, nous avons fait le lancement de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme dans la région de l'Abbé. Et la région de l'Abbé a vraiment cartonné parce qu'il y a eu une forte mobilisation dans la célébration. Il y a eu des activités de carnaval, il y a eu des informations qui sont passées en termes de discours très très forts sur des progrès réalisés. Et puis nous avons déplacé des vedettes, les artistes qui sont partis, nous avons organisé des activités au stade de l'Abbé, où vraiment nous avons fait passer également l'importance de communiquer et de sensibiliser la population par rapport aux mesures de prévention contre le paludisme. Et il y a plusieurs émissions également actuellement qui sont couvertes, donc nous continuons à diffuser l'information et d'où également l'objet de notre entretien de cet après-midi. Ouais. Alors, vous avez tout à l'heure le thème en finir avec le palu rime avec les objectifs ou les progrès dans le pays. Pourquoi donc ce choix? Alors, le choix d'abord au niveau mondial, c'est que de façon générale, en dehors des particularités, il y a des avancées très très significatives en matière de lutte contre le paludisme, en termes de réduction du nombre de cas. Donc sur le plan mondial, des 10 dernières années, avec l'apparition des médicaments qui sont plus efficaces, avec des moyens de diagnostic, donc nous avons vu qu'il y a une réduction de près de la moitié des cas de paludisme au niveau mondial. Alors ce qui est plus important, c'est le cas de notre pays.
Alors, effectivement, le thème colle avec les niveaux d'avancée, les niveaux de lutte contre le paludisme en Guinée, parce que cette année, c'est l'occasion pour nous également de livrer les résultats qui sont très, très parlants, qui sont très concluants en matière de lutte contre le paludisme, parce que la prévalence qui était à 44%, alors quand on parle de prévalence, c'est un terme consacré, terre à terre, on trouve des enfants qui ne sont pas malades dans les domiciles. On teste le sang, on trouve que presque la moitié de ces enfants hébergent le parasite du palu. Donc 44% des enfants étaient infectés en 2012, selon l'enquête démographique de 2012. Nous avons réalisé à peu près la même enquête avec les mêmes méthodes, dans les mêmes conditions. Alors, sur un échantillon de plus de 2000 enfants dans tout le pays, nous avons vu qu'il y a une réduction jusqu'à 15%. Donc, on a quitté 44% à 15% de prévalence. Alors, donc, au-delà des chiffres de 44 à 15%, il faut imaginer combien d'enfants devraient faire le palu qui ne feront pas du paludisme et l'impact économique au niveau de leur famille. Parce que même si les médicaments sont gratuits, mais lorsque un enfant fait un cas de paludisme simple, il y a ce qu'on appelle des coûts indirects. Il faut se transporter d'un village pour un centre de santé ou bien vers un agent communautaire. Vous avez également des coûts liés à l'hospitalisation, c'est-à-dire que le temps perdu, qui agit sur la productivité. Donc c'est pour vous dire que cette réduction a un impact très élevé. Non seulement ça a aidé la mortalité, à diminuer la mortalité au niveau des enfants, mais également ça nous a aidé vraiment à réduire considérablement les cas de maladie. Alors, le taux de 44% à 15%, je dirais que c'est un progrès vraiment considérable. Avant de suivre notre élément du jour, vous allez d'abord nous définir pour permettre aux téléspectateurs de comprendre qu'est-ce que c'est que le paludisme d'abord. Ok, merci beaucoup. Alors, effectivement, le paludisme semble être une maladie qui est connue, mais finalement, on se rend compte que quelquefois, il y a des surprises. Alors, le paludisme, quand on dit des surprises, on pense qu'on vit avec le palu tous les jours. C'est une maladie qui est connue, mais quelquefois, on se rend compte qu'effectivement, les gens ne connaissent pas bien le paludisme, non seulement la façon de se transmettre, mais également les dégâts que la maladie peut causer. Alors, la définition terre à terre, c'est vraiment une maladie parasitaire. C'est un parasite qui est responsable, qui est l'agent causal qu'on appelle le plasmodium, mais qui ne peut pas rentrer dans le corps humain sans un vecteur qu'on appelle le moustique. Et ce n'est pas tous les moustiques qui transmettent le palu, c'est l'anophèle, le type l'anophèle, qui est vraiment responsable de la transmission du plasmodium d'un sujet malade à un sujet qui n'est pas malade. Et donc voilà la définition simple. Alors, ce qui est important, c'est que c'est les dégâts que ce paludisme fait. Il est beaucoup plus vulnérable chez les enfants de moins de 5 ans. Ça veut dire qu'ils ont moins d'immunité, ainsi que les femmes enceintes. En grossesse, d'accord. Avant de poursuivre notre promenade dans le service programme national de lutte contre le palu, nous allons suivre cet élément de notre consoeur du journal télévisé. L'élément n'est pas... Selon l'OMS, la maladie fait près de 500 000 victimes par an. En Guinée, la lutte contre la maladie transmise par la femelle du moustique avance. Le traitement dans les centres publics est gratuit chez les enfants. Tout patient qui vient avec fièvre, la première des choses, c'est faire le test contre le palu. Si ça révèle positif, en fonction des signes cliniques, on traite. Nous classons le paludisme en deux groupes. Il y a le paludisme simple, il y a le paludisme grave. On traite un paludisme simple en donnant cette combinothérapie qu'on a chez nous ici, à savoir la TMT de la lumefantrine. Et si on reçoit un cas grave, ça veut dire le TDR est positif, associé au moins à 2 des signes de gravité, c'est qu'on le soumet à un traitement d'artésum. C'est de l'artéméter injectable, de 3 séances à 12 heures d'intervalle. Le traitement est gratuit contre le palu.
La prévention contre le paludisme est indispensable. Les campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et la pulvérisation des maisons contribuent à la réduction du nombre de malades. Au centre médical communal de Ratouma, les dernières statistiques sont à la baisse. Pour l'année 2017, pour ce premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, nous avons enregistré 2870 cas de paludisme suspect. Parmi ces 2870, il y a eu 1430 confirmés. Pour le mois de janvier, nous avons eu 1402 cas de palud suspect, 893 confirmés. Par mars, nous avons eu 321 cas, dont 119 confirmés. Il y a une diminution de cas par rapport à l'année dernière. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour les principaux acteurs d'insister sur la nécessité de continuer de poursuivre les efforts d'éradication du palud. Docteur Timothée, nous venons de suivre l'élément de notre concert de journal télévisé. Juste un petit mot par rapport à ce que vous venez de suivre avant de vous poser la question de savoir comment se fait la coordination du palud sur le terrain par le Programme national de lutte contre le palud. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ce que vous venez de passer est très très séduisant. Alors pour résumer, il faut retenir qu'aujourd'hui en Guinée, des formations sanitaires jusqu'au niveau communautaire, les moyens pour diagnostiquer le paludisme existent. Vous avez deux types de moyens, soit à travers les tests rapides, en 15 minutes vous avez le résultat, ou à travers le laboratoire, la goutte épaisse. Également, les médicaments pour la prise en charge existent, des formations sanitaires jusqu'au niveau communautaire. Ensuite, ce qu'elle a dit qui est très très intéressant, c'est que il y a une réduction du nombre de cas. Et c'est valable dans tout le pays. Vous allez aujourd'hui, depuis que nous avons eu des moyens de diagnostic, vous voyez d'année en année, il y a vraiment une diminution du nombre de cas de paludisme. Donc, ce qui est vraiment important parce que nous allons en recul. Et vraiment, nous avons l'espoir que dans quelques années, nous pouvons vraiment se débarrasser des Guinéens du fardeau du paludisme. Alors, concernant la coordination de la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, notre pays est bien organisé. Vous avez un ministère de la Santé qui a plusieurs programmes et plusieurs services. L'un des programmes qui s'occupe du palud, c'est ce qu'on appelle le Programme national de lutte contre le paludisme. Alors, le rôle de ce programme, c'est vraiment coordonner tout ce qui est acteur en matière de lutte contre le paludisme. Donc, la coordination des partenaires, mais également la coordination au niveau de toutes les formations sanitaires à travers la pyramide sanitaire, afin qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle le tri-once, c'est-à-dire qu'un seul plan stratégique que tous les partenaires doivent suivre et un seul mécanisme de coordination de la lutte contre le palud. D'accord. Docteur, aujourd'hui, nous parlons toujours de la campagne, la journée mondiale de lutte contre le palud. Quel bilan peut-on tirer de cette campagne 2017 par rapport aux campagnes précédentes? Ok. Alors, par rapport aux campagnes précédentes, comme je venais de dire, le premier bilan qu'il faut vraiment mettre à la portée des Guinéens, c'est que les efforts sont vraiment fournis à travers les partenaires du développement, à travers le gouvernement. Il y a donc une synergie d'action en matière de lutte contre le paludisme et qui s'est fait ressentir à travers vraiment la réduction, comme je venais de dire. Sur le plan national, on quitte 44% à 15%, mais vous avez des préfectures qui ont réduit plus que le niveau national. Vous prenez la préfecture de Kindia, on était à 55% en 2012 et aujourd'hui nous sommes à 10% en 2016. Vous prenez la région de Conakry qui va susciter beaucoup de discussions, je suis sûr. On était à 3%. C'est la région la moins infectée en matière de palud. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de moustiques à Conakry. Mais de 3%, on est descendu
à 1%, malgré que la région de Conakry soit vraiment une région spéciale. Ok? Vous avez spécial par rapport à quoi, excusez-moi? Bon, spécial par rapport à sa complexité, parce que c'est la capitale où les gens sont vraiment occupés, où le taux d'utilisation n'est pas la même chose qu'en campagne. Donc, malgré cela, même à Conakry, on quitte 3% à 2%. Vous avez la région de Farana, qui était la région la plus infectée, ok, qui quitte 66% à 25%. Ok, donc c'est pour vous dire, dans tout le pays, quand vous regardez, ça fait environ 65% de réduction sur le plan national. Il y a eu vraiment des progrès. En matière d'approvisionnement, comme je venais de dire, des médicaments existent et il est gratuit. J'insiste là-dessus, le ministre l'a dit, tout le gouvernement soutient parce que nous avons promis aux partenaires que ces intrants seront gratuits à cause de la pauvreté dans notre pays. Donc ces intrants de dépistage et de traitement du paludisme sont gratuits partout où ça se trouve. Ok, jusqu'au niveau des agents communautaires. Je reviens donc sur vos pas en définissant le palu ou malaria est la plus importante et la plus répandue des maladies parasitaires tropicales, vous l'avez souligné tout à l'heure, dans certaines régions. En Guinée, par exemple, malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, le paludisme reste encore la première cause de consultation et de décès chez les tout petits de moins de 5 ans et chez les femmes en grossesse. Juste un petit mot, docteur Timothée, qu'est-ce qu'il faut pour sauver cette couche, une solution idoine pour sauver cette couche ou ces deux entités vulnérables? Ok, merci beaucoup. Alors, il faut relativiser aussi en disant que c'est la première cause de consultation et la première cause de mortalité. C'est vraiment un peu dans le passé récent. Parce que vous avez des régions, malheureusement, nous avons encore des faiblesses au niveau de notre système d'information sanitaire, afin de revoir encore de plus la position de toutes ces pathologies. À Conakry, par exemple, ça va être un peu difficile de soutenir cela avec une prévalence de 2%. Si ce n'est pas la proximité ou le désenclavement de Conakry par rapport au reste du pays, on pouvait même oser engager des activités de pré-élimination au niveau en tenant compte des directives de l'OMS. Ok? Alors, tenant compte de ça, les couches les plus vulnérables, les enfants et les femmes enceintes, malgré ces progrès, quand vous regardez le taux d'utilisation des moustiquaires, à peine on dépasse 70%. Alors que l'objectif était d'utiliser les moustiquaires à 80%, voire même à 100%. Mais malheureusement, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes culturels qui font que jusqu'à présent, le taux d'utilisation des moustiquaires n'est pas arrivé. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour parer à cela pour que vraiment ces femmes, la communication soit de mise? Moi, je pense que la faute n'est pas beaucoup au niveau de la communauté. Comme je l'ai toujours dit en santé publique, il n'y a pas de communauté difficile. Il n'y a que des stratégies, peut-être, qu'il faut revoir pour être mieux adaptées. Moi, je pense qu'avec vous tous, en tant que médias, nous devons évaluer jusque-là la façon de transmettre les messages. Qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment ces messages soient revus, soient adaptés, afin que la communauté puisse comprendre. Parce que même au niveau des formations sanitaires, la lutte contre le palu s'inscrit dans un système de santé. Si les malades n'arrivent pas au niveau des agents communautaires, aujourd'hui nous sommes en train de déployer, pour encore être proche de la population, déployer les agents communautaires au niveau des villages, au-delà des formations sanitaires. Mais si ces formations sanitaires ou ces agents de santé communautaire ne sont pas utilisés, il va sans dire que malheureusement nous allons encore continuer à enregistrer des décès. Malgré ces projets, je voudrais aussi vous informer que par semaine, on a au moins 10 enfants qui meurent de paludisme. C'est beaucoup. Ok? Mais culturellement, malheureusement, la mort d'enfants chez nous n'a pas la même valeur qu'ailleurs. Ok? Culturellement, on pense que c'est des enfants qui meurent, c'est vraiment pas, ça n'a pas trop d'impact parce que ce sont des enfants, alors que c'est l'avenir de demain. On devrait tout faire, même si on ne peut pas dire qu'on va avoir 0 cas de paludisme, mais au moins, on peut réduire ces décès qui sont évitables. Alors, donc, c'est pour dire que les messages de transmission doivent être revus
et que des grands défis comme l'utilisation des services, comme l'utilisation des mesures de prévention devraient être vraiment observés par la population. Vous me prenez le mot sur la langue, docteur Timothy. Quels sont les défis auxquels le programme fait face pour atteindre vos objectifs? Alors, les défis sont énormes. On peut citer quelques défis. Le premier défi, c'est vraiment le respect de la gratuité. Ok? Il faut vraiment que cette gratuité, c'est pour répondre à un besoin. Cette couche qui était autrefois exclue parce qu'elle n'avait pas les moyens de consulter ou d'acheter des médicaments. Aujourd'hui, les tests rapides dans les formations sanitaires publiques, le médicament contre le palud grave et le médicament contre le paludisme simple. Donc même le paludisme grave, devrait être pris en charge de façon gratuite. Donc le respect de cette gratuité à tous les niveaux est un gros défi. Et même les moustiquaires, si vous avez remarqué, nous avons distribué ces moustiquaires gratuitement. Et nous avons fait de telle sorte qu'il y ait des sites de proximité pour ne même pas qu'une partie de la population paye les frais de transport pour venir chercher les moustiquaires. Alors le deuxième défi, c'est le respect des directives de prise en charge. Qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Aujourd'hui, on n'a pas mis les médicaments dans certaines structures privées, mais dans toutes les formations publiques et quelques structures privées à but non lucratif, des centres de santé confessionnels et associatifs, on a mis les médicaments sont gratuits. Alors, donc, on devrait faire de telle sorte que ces populations vraiment puissent utiliser ces formations sanitaires. Donc, c'est un gros défi pour nous. Et le troisième défi, c'est vraiment en dehors du respect des gratuités, des protocoles nationaux à travers les agents de prise en charge, c'est la contribution aussi de l'État. Puisque ces financements qui sont essentiellement extérieurs, il y a aussi des efforts, gros efforts qui sont fournis au niveau par l'État, mais on doit encore doubler de l'effort pour que le jour que ces financements vont s'arrêter, les financements extérieurs, que l'État soit en mesure de faire la continuité pour ne pas qu'il y ait des rebondissements des cas de paludisme. Alors, docteur Timothy, vous allez nous rappeler, vous avez dit tout à l'heure, les modes de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée à Conakry à l'intérieur s'effectue comment? Par routine ou par masse, par exemple? Alors, pour ce qui concerne les moustiquaires, nous avons 2 canaux de distribution. Nous allons ajouter un 3e canal cette année, mais qui n'a pas encore vu jour. Les 2 canaux actuels, vous avez la distribution de masse à travers les campagnes de distribution et vous avez la distribution de routine. Si on prend la distribution de masse, d'abord un travail très très lourd, c'est une stratégie très lourde parce qu'on commence à planifier et à préparer les campagnes de distribution 6 mois avant la date de démarrage. Généralement ça commence en avril, après chaque 3 ans. Alors, on essaie de faire un recensement, malgré que nous avons des recensements qui sont faits à travers le plan, mais nous faisons le recensement, ce qu'on appelle le dénombrement. Nous faisons le dénombrement dans tous les ménages, nous utilisons les agents communautaires et des volontaires. Et sur la base de ce recensement récent, nous essayons de planifier la distribution des moustiquaires en fonction des sites de distribution. Pour le moment, la Guinée opte pour des sites fixes. On n'a pas les moyens encore d'aller de porte en porte, mais quand même nous avons des sites fixes où les gens viennent librement chercher des moustiquaires. Quelques jours après, 3 jours après, nous passons aussi dans ces ménages pour voir est-ce qu'effectivement les gens ont accroché. Donc, est-ce que les gens ont accroché les moustiquaires? Si les gens n'ont pas accroché les moustiquaires, nous les aidons à accrocher les moustiquaires, soit en les sensibilisant, soit en les appuyant, même en matériel d'accrochage, pour que ces moustiquaires soient accrochés. Parce qu'on avait compris qu'en 2013, après 3 jours de distribution, 70% des moustiquaires n'étaient pas accrochés. Mais cette année, la tendance a complètement changé. Il y a une certaine conscientisation. La population elle-même, elle a commencé à accrocher ces moustiquaires afin de les utiliser. Alors, le deuxième canal, c'est la distribution de routine. La distribution de routine, ça veut dire simplement que c'est tous les jours au niveau des formations sanitaires et cible 2 couches. Les femmes enceintes qui viennent pour les consultations prennent ces moustiquaires gratuitement, je dis bien gratuitement, mais également
les enfants de moins d'1 an qui viennent en situation de vaccination devraient rentrer aussi avec leurs moustiquaires gratuitement. Que ces 2 couches aient reçu les moustiquaires pendant la campagne ou pas, ils doivent avoir ces moustiquaires afin de continuer à remplacer les moustiquaires qui ne sont plus utilisables après une campagne de distribution. Très bien. Docteur Timothée, PNLP, qui est du côté de l'État, ne travaille pas seul. Donc, vous pouvez nous rappeler vos potentiels partenaires qui vous accompagnent dans vos différentes campagnes de sensibilisation. Ouais. C'est vraiment l'opportunité de remercier ses partenaires. D'abord l'État, la volonté de l'État de créer ces programmes, de doter ces programmes des ressources humaines qu'il faut pour la riposte. Et également, ces partenaires, vous avez l'initiative du président américain, à travers l'USAID, qui a fait beaucoup d'efforts et qui fournit la plupart des intrants de lutte contre le paludisme, dont l'agence de mise en œuvre est RTI à travers notre grand projet Stop Palu, que tout le monde connaît. Et vous avez également le Fonds mondial de lutte contre les 3 maladies, c'est-à-dire le sida, la tuberculose et le paludisme, qui fournit aussi assez d'efforts. Et beaucoup d'argent sont engagés pour acheter les intrants pour former les cadres et qui également, dont sa gestion se fait actuellement avec Catholic Relief Service, avec Plan Guinée. À l'intérieur du pays, vous avez Kaifon. Donc tous ces partenaires sont vraiment à féliciter parce qu'ils sont autour du programme national de lutte contre le paludisme. Et ces résultats actuels que nous avons vraiment sont à féliciter. D'accord. Avant de prendre la question de nos téléspectateurs qui nous envoient des messages, docteur, vous luttez contre le palu. Quels sont donc les moments ou les périodes de forte transmission de cette maladie? Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons essayé de suivre ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique de la maladie. Par semaine, nous avons les informations. Nous élaborons un bulletin mensuel sur la base des données que nous disposons. Aujourd'hui, c'est l'un des programmes qui dispose 100% des informations sanitaires sur les indicateurs clés de surveillance. Sur la base de ces éléments, de ces données, vous avez 2 types de périodes. Vous avez une période de haute transmission en Guinée qui commence en juillet, déjà fin juin, en juillet, jusqu'au mois d'octobre. Et pendant ces 4 mois de haute transmission, vous avez 60% de tous les cas qui se transmettent pendant l'année. Alors, dans la plupart de ces préfectures où 60% des cas se transmettent, nous avons des stratégies de prévention chez les enfants pendant cette période. Donc, en dehors de ces préfectures où vous avez 60% de transmission, vous avez quand même des remontées vraiment des cas au cours de ces 4 mois qui constituent la période de haute transmission. Donc, c'est de juillet à octobre au niveau de la Guinée. Et les raisons sont très simples. Parce que le vecteur, déjà je vous ai dit dans la définition que le paludisme est une maladie vectorielle. Donc c'est le moment propice pour la prolifération des vecteurs qui constituent des moustiques parce que ça coïncide avec la période de l'hivernage. D'accord, avec la période hivernale, docteur, d'ici 2030, déjà oui, dire, c'est les objectifs mondiaux. Est-ce que le programme national de lutte pourra nous débarrasser de cette maladie, pourra vaincre carrément le paludisme en Guinée? Moi, je dirais que s'il y a des pays qui ont de l'espoir à rester dans cette date de vision mondiale, parce que ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on appelle la vision mondiale. D'ici 2030, le continent, pour ne pas dire la planète, devrait se débarrasser du palu. Et à travers les chiffres que je venais de vous fournir, il suffit que la population continue encore à adhérer. Et je pense que toutes les institutions de lutte contre le palu ont beaucoup d'espoir pour la Guinée. Et sans oublier de vous dire que la République de Guinée a été primée
c'est-à-dire qu'il a été reconnu comme l'un des meilleurs programmes de lutte contre le paludisme parmi les 13, c'est-à-dire que les 13 pays qui ont été retenus à travers l'Union africaine, à travers l'Alliance des dirigeants africains pour la lutte contre le paludisme. La Guinée fait partie des 13 meilleurs pays en matière de lutte contre le paludisme. Alors, donc, avec tous ces soutiens et avec le niveau actuel de réduction de la maladie, je suis sûr et certain que d'ici 2030, la Guinée se débarrassera du fardeau de lutte contre le paludisme. Très bien, félicitations de toute façon pour cette reconnaissance. Docteur Timothée, bientôt la deuxième marche de l'émission, mais avant, nous avons quelques questions venant de nos téléspectateurs qui suivent cette émission régulièrement. Ils veulent savoir, la première personne veut savoir comment se transmet. C'est des questions que moi je devrais vous poser, mais on ne peut pas y... Alors, je vous pose la question, comment se transmet la maladie, le paludisme? Ok. Alors, comme je vous ai si bien dit, puisque c'est une maladie transmissible, c'est une maladie vectorielle, ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait le parasite, il y ait l'agent vecteur et le réservoir. Alors, la transmission se fait à travers les piqûres de moustiques. Si on évite les piqûres de moustiques, ça veut dire que même si le parasite existe, on ne peut pas avoir le palu. Alors, pour éviter les piqûres de moustiques, ça veut dire déjà qu'il faut se protéger à travers des moyens qui existent actuellement, et il ne faut même pas occasionner là où ces moustiques va se développer. Donc il faut se débarrasser des eaux stagnantes, des boîtes à conserve qui sont jetées aux alentours. Il faut défricher correctement, il faut éviter de faire des champs de riz au village. On a remarqué ça. Oui, parce que ce sont des gîtes larvaires qui sont créés. Mais également, il y a des moyens de prévention individuelle. Vous avez la prévention chez la femme enceinte. Vous savez que le paludisme a un effet mortel sur le fœtus. Donc nous avons mis des produits qui sont aussi gratuits dans les formations sanitaires, et les femmes enceintes devraient recevoir à partir du 13e mois jusqu'à l'accouchement ces médicaments avec un mois d'intervalle, sans oublier des activités de prévention que nous faisons au niveau des enfants dans les préfectures où la transmission est très saisonnière. Alors, docteur, le téléphone sonne, mais moi, j'aurais voulu, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tous les moustiques transmettent le paludisme? Non, tous les moustiques ne transmettent pas le paludisme. C'est pourquoi je vous ai dit à Conakry, quand on dit que la transmission est faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cas de paludisme confirmés, ça crée beaucoup de discussions. Pourquoi? Parce que le type de moustique qui est plus répandu à Conakry, n'est pas responsable de la transmission du palu. Donc, ce n'est pas tous les moustiques qui transmettent, c'est l'anophère qui est responsable. Alors, je crois que on va poser encore d'autres questions. Peut-on connaître les statistiques en Guinée, les cas infectés oui. Alors, en dehors des informations que je venais de donner sur la prévalence, en termes du nombre de cas, vous avez au moins 1 million de cas de paludisme au niveau du pays. Et comme je vous ai dit, vous avez près de 1000 cas de décès, 900 environ cas de décès au niveau national par an. Allô? 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 Bonjour. Bon après-midi, monsieur. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Docteur. Alors, il est là, il vous écoute. Vous avez une question pour lui? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. C'est qui, monsieur? Comment vous appelez d'abord et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Kamal Ibrahim, je suis à Dixie. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je félicite docteur. Merci. D'après le chiffre qu'il vient de dire, franchement, nous sommes très contents de ces chiffres. D'accord. Si c'est bon, nous sommes vrais, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ce que je veux dire, allez-y. Mais est-ce que la gratuité est vérifiée partout? Parce que dans les grands hôpitaux,
D'accord. Et même le test qu'on dit gratuit, n'est pas gratuit du tout. D'accord. Vous pouvez essayer, vous pouvez aller. Lorsque vous avez un enfant malade, on vous fait payer. Ok. Lorsqu'on se rend même compte que c'est le palu, on vous fait payer. Vous payez le test et vous payez le traitement. Très bien. Alors, si c'est gratuit, franchement, je voudrais que vous sensibilisez ces médecins, qu'ils arrêtent de faire payer les parents, qu'ils arrêtent de faire payer les citoyens. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Oui. Alors, la gratuité n'est pas Effective. effective dans certaines structures sanitaires, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Dorénavant, je vous avais bien dit que c'est un défi. Et l'actuel ministre de la Santé est très, très décidé vraiment pour que cette gratuité soit respectée. Alors, si j'ai osé le dire, ce n'est pas la première fois, je l'ai dit sur plusieurs ondes. Je l'ai dit sur le plateau de Koloma pour dire à tous les Guinéens que ces intrants sont gratuits, c'est que c'est un défi pour nous. Alors, ces molécules, des fois, c'est un peu complexe quand on est dans les formations sanitaires parce que vous venez certainement avec plusieurs pathologies. Il y a des médicaments gratuits, il y a des médicaments qui ne sont pas gratuits. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des affiches partout où il y a des points de vente des médicaments ou des points de dispensation des médicaments. Nous avons affiché pour donner même la photo des médicaments qui sont gratuits. Je vous donne par exemple quelques éléments. Vous prenez les tests rapides. Les tests rapides, en 15 minutes, vous avez le résultat, c'est vraiment gratuit. Vous avez les CTA qu'on appelle le Quartem. Actuellement, c'est le Quartem que nous utilisons. Il est gratuit. Et en cas de paludisme grave, vous avez l'artésunate injectable, ok, qui est plus rapide encore que avant le sérum, la quinine dans le sérum. Aujourd'hui, vous avez 3 injections d'artésunate injectable. Là, cette molécule est effectivement gratuite dans toutes les structures publiques. Alors, si vous envoyez, et ça je le dis à qui veut l'entendre, vous êtes malade ou vous envoyez votre enfant qui est malade, ces molécules vous ont été vendues dans une structure, il suffit simplement de nous contacter, ok? Et lui, le monsieur, il est déjà à Dixine. Il n'est pas loin du siège du programme national. Okay? Le siège du programme national est à côté ou opposé de la pharmacie centrale de Guinée, juste derrière, dans la même cour que le centre de santé de Dixine. Il faut vraiment nous aviser parce que c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Si nous voulons continuer à recevoir l'appui des partenaires, il faut tout faire pour que la population bénéficiaire puisse vraiment être satisfaite. Okay? Donc, il peut venir, nous allons lui donner les informations et tous les numéros de téléphone qu'il faut en cas de vente de ces médicaments. Nous sommes prêts à sanctionner et tout le temps les inspecteurs sont sur le terrain pour pousser les gens à respecter cette gratuité. D'accord. Il faut respecter la gratuité, docteur. Allô? 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 Alors, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? D'où vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Mohamed Kamara, je vous appelle de Ratouma. Nous vous écoutons, monsieur Mara. Alors, je voudrais vraiment saluer, féliciter et encourager votre invité, le docteur Timothée Ilawagi. D'accord. Et également l'ensemble des travailleurs du programme national de lutte contre le paludisme pour leur effort dans l'élimination de cette maladie qui constitue aujourd'hui vraiment un problème de santé publique. En fait, l'invité a évoqué une question très importante, celle qui concerne le prix qui a été décerné par l'Alliance des dirigeants africains. Cela veut dire que, au-delà des frontières de notre pays, vraiment les résultats encourageants enregistrés dans la lutte contre le paludisme sont suivis de près par les chefs d'État, les dirigeants africains. Je pense que cela doit faire un effet au niveau même de notre gouvernement. Donc vraiment, je voudrais les saluer pour ce prix obtenu. Je voudrais également attirer vraiment l'attention de la santé sur le fait que la lutte contre le paludisme soit gratuite et que des dispositions souffrent encore de l'application au niveau de certaines structures sanitaires privées. En tout cas, je pense que votre invité, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son domaine. Je souhaiterais qu'il soit vraiment épaulé par le département en charge du domaine pour que l'application des directives de prise en charge dans les structures sanitaires devienne une fois de plus une réalité. Vraiment, ce serait
pas une question, mais vraiment, je suis satisfait de son intervention. Voilà ce que je voudrais placer comme point. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Excellente journée. Il nous a juste appelé pour nous remercier, hein, docteur Timothée. Ok, merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous. beaucoup. Alors, avant le prochain appel, alors, comment prévenir? Il y a quelqu'un qui demande comment prévenir la maladie et quelles sont les méthodes de traitement. Ça a été dit, mais on revient dessus. Ah oui, docteur, on a un appel. On n'a pas assez de temps. Allô? On va reprendre la question. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Diallo Alpha Amadou Bendalay. D'accord. D'où? Nous vous écoutons. D'où vous nous appelez? D'où? Vous nous appelez d'où? Allô, oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Diallo? Ici. Alors, le Dixon, il a dit, hein? Ok. J'appelle Bendalay. Ah, Ok, Amdalay. Nous vous écoutons, monsieur. Ok, je salue votre invité. Merci. Je voulais savoir quelque chose là. Allez-y, nous vous écoutons. Si vous avez un enfant, quel produit il faut garder à la maison pour l'enfant puisse prendre chaque fois contre la police? Vous avez compris? Non. Reprenez, monsieur Diallo, on ne vous entend pas très bien. Éloignez-vous de votre récepteur, de votre télé, et puis pour que nous puissions vous entendre. Reprenez la question. Reprenez la question. C'est parti. Alors, c'est comme si j'ai bien compris, malheureusement c'est coupé, il veut savoir quand on a un enfant, est-ce qu'on peut garder des médicaments, quelles sont les molécules qu'il faut garder à la maison. À la maison, d'accord. Alors, nous, on n'encourage pas trop de disposer des médicaments à la maison. Pourquoi? Parce que l'utilisation des médicaments doit se faire avec quelqu'un qui n'est pas obligatoirement un médecin ou un infirmier, mais qui a des petites notions. Il y a des molécules simples, ok, qu'on peut garder à la maison, comme du paracétamol, ok, comme de l'aspirine, mais ces molécules, au risque que l'enfant utilise n'importe comment, alors nous conseillons beaucoup plus de tout faire, de fréquenter dès que vous avez l'apparition des premiers signes. Le paludisme, en termes il est en ligne certainement. En termes de manifestation, c'est vraiment connu. C'est la fièvre qui est la plus connue. Dès que l'enfant commence à faire la fièvre, ou vous sentez votre enfant très fatigué, c'est d'aller dans la structure la plus proche. Et si vous êtes dans un village, aujourd'hui, presque dans la plupart des villages, vous avez un agent communautaire qu'il faut rapidement contacter. Il a tous les moyens qu'il faut et c'est gratuit. Et au niveau des formations sanitaires, surtout que c'est à Conakry, à Amdalaï, vous avez le CMC de Ratoma. Toutes les molécules de lutte contre le paludisme au CMC de Ratoma sont vraiment gratuites. Il suffit de quitter Amdalaï, aller au CMC et vous allez recevoir les médicaments. Alors, demandez avant le prochain appel comment prévenir et les méthodes de traitement pour le téléspectateur qui nous demande la question. Donc, c'est ce que je disais. Il faut vraiment éviter la piqûre de moustiques. Personne ne peut avoir le palu sans que ça ne passe par la piqûre de moustique. Nous avons les connaissances erronées. Quand on interroge la population, il y en a qui pensent que c'est les manques qui donnent ou du fait de s'exposer au soleil pendant longtemps entraîne le palu. Ça, c'est ce qu'on appelle des connaissances erronées. Pas de paludisme s'il n'y a pas de piqûre de moustique. Et pour ne pas qu'il y ait piqûre de moustique, ça veut dire qu'il faut l'assainissement. Donc l'assainissement qui crée des problèmes aujourd'hui à Conakry et partout dans nos villes, c'est aussi un moyen de transmission du paludisme. Tout à fait. Donc il faut vraiment ces précautions individuelles. Il faut utiliser les moustiquaires que nous donnons. Ces moustiquaires coûtent excessivement cher. Vous avez une moustiquaire autour de 4 à 5 $. Si vous prenez 5 $, nous avons distribué 8 millions de moustiquaires. Multipliez 5 $ à 8 millions, vous avez près de 40 millions de dollars. Si on n'utilise pas, c'est le pays qui perd. C'est déjà comptabilisé que ces financements sont rentrés dans le pays. Donc nous invitons la population à utiliser ces moustiquaires, à se débarrasser de tout ce qui peut occasionner la production des moustiques aux alentours. Okay? Et les femmes enceintes doivent aller dans les formations sanitaires. Sinon, elles vont avoir des problèmes avec le palu. Et également, l'enfant qui se produit, le fœtus également, risque d'être contaminé et même, ça peut même anéantir la grossesse. Okay?
Et les enfants dans les zones où nous faisons la prophylaxie, où nous donnons les médicaments par mois, il faut que ces familles, heureusement d'ailleurs, on a presque 100% de ces enfants que nous couvrons dans 8 préfectures de la Guinée. D'accord. Alors, un message avant le prochain appel. Nous sommes au terme de l'émission. À l'endroit de tous qui nous regardent à la télé, à l'endroit de vos partenaires et même du ministère. Alors, c'est d'abord de remercier le gouvernement par rapport aux efforts actuels qui sont fournis. Et le message que j'ai dit au début, je l'ai toujours dit, nous voulons une certaine pérennisation, dans la lutte contre le paludisme. Et on ne peut pas rendre pérenne la lutte contre le palud si l'essentiel du financement ne vient pas du côté de l'État. Nous avons vu les efforts du chef de l'État dans la lutte contre Ebola et je suis sûr que nous pouvons encore fournir les mêmes efforts et que la Guinée soit citée parmi les pays africains où il y a un engagement fort et qu'il y a une réduction forte à travers l'engagement de l'État. Et aux différents partenaires également, c'est de les remercier déjà des efforts qui sont fournis à travers l'initiative du président américain, donc l'équipe de l'ambassade de l'USAID, mais également l'équipe du Fonds mondial qui est aussi présent pour les 3 maladies. Et remercier également tous les acteurs, même vous les journalistes, je pense que vous fournissez de l'effort parce que c'est vous qui nous avez invités à cette émission. C'est déjà un effort qu'il faut apprécier. Alors la population vraiment doit accepter et adhérer, sachant que ces financements c'est pour nous. Et le respect de la gratuité doit entraîner une vigilance chez tout le monde. Tel que le monsieur vient de dire, nous sommes heureux quand on nous interpelle pour nous dire, est-ce que ces médicaments qu'on vient de nous vendre, ce n'est pas ces médicaments que vous dites que c'est gratuit. Et nous sommes prêts à sanctionner vraiment des acteurs qui peuvent vraiment être exposés à ces comportements de ce genre. Alors, merci, docteur Timothée Guilavogui, coordinateur national adjoint de lutte contre le palud, qui était notre invité de cet après-midi, ce dimanche, sur le thème paludisme et le thème en finir avec le palud en Guinée d'ici 2030. Chers téléspectateurs, nous avons fait une rétrospective sur les moments forts du 25 avril qui a été la date retenue pour la lutte contre le palud. J'espère que vous avez été servis. On se retrouve la semaine prochaine, si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Et merci également à toute l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, moins de stress, souriez car c'est bon pour la santé. Au revoir et à très bientôt. Moi, ça sourit.